Nous préférons avoir une élite qui ne nous plaît pas, quitte à devoir lui couper la tête, parce que ça nous évite de nous prendre nos responsabilités. Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs d'entre nous, ceux qui font partie de l'élite. Alors l'élite, c'est un symbole très intéressant lui aussi, parce que on utilise beaucoup ce mot pour désigner effectivement les meilleurs, les gens qui dirigent le monde et qui font partie d'une classe à part, parce qu'ils sont censés mieux savoir que nous, mieux penser que nous, mieux réagir, etc. etc. Donc le mot élite, il est assez parlant, puisque ça signifie le meilleur, et ça va désigner deux choses. Ça va désigner les gens qui sont choisis, parce que élire, élite, élire, élection, ça vient de la même racine latine. Donc il va y avoir la définition qui est reliée au fait que ce sont des gens qui sont désignés comme étant les meilleurs, donc ils sont élus. Les élites, ce sont des élus. Il y a même un peuple qui a été élu. On se demande ce que ça veut dire tout ça, c'est très intéressant. Et il y a aussi le fait que les élites se choisissent entre elles, c'est-à-dire on s'auto-désigne comme faisant partie d'une élite. Et là, on va vite rentrer dans le thème des gens qui s'attribuent eux-mêmes un pouvoir et des gens qui fonctionnent donc en réseau, voire même en société secrète, puisque les élus, souvent, on les retrouve dans des obédiences, dans des choses qui ne se montrent pas ou qui sont sous-entendues. Ils font partie du gratin, comme on dit, voilà. Tous ces mots-là sont très intéressants. Le gratin, ça se mange, hein. Alors ces élites, qui se choisissent ou sont élues, vont être multiples. Alors bien sûr, l'élite politique, ce sont les gens qui sont élus, théoriquement, mais on sait que dans l'élite politique, ça va marcher avec une autre élite qui fonctionne bien avec, c'est l'élite administrative, l'élite des gens qui savent diriger un pays, par exemple, les premiers étant élus, les deuxièmes étant nommés. Et ces deux élites vont marcher de pair. C'est intéressant de savoir que effectivement, il y a des élites qui fonctionnent les unes avec les autres. Il y en a un autre bon exemple d'ailleurs, c'est l'élite culturelle, intellectuelle, qui elle fonctionne beaucoup avec les gens qui sont dans les médias. C'est-à-dire que les journalistes, les journaux, les YouTube, etc., les télévisions, font vivre et désignent eux-mêmes l'élite culturelle, qui est un penseur, qui est un philosophe, qui est un scientifique, un expert. Ce sont eux qui vont passer sur les plateaux télé. Et remarquez bien que ces gens-là ne sont pas élus par le peuple, c'est une élite qui n'est pas élue, mais une élite qui est désignée par une autre classe dirigeante qui s'appelle les médias. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'on se fait complètement manipuler du coup, parce qu'on va prendre pour argent comptant ce qui vient des médias par exemple, et on va se dire ah oui, si les médias font venir ce scientifique sur un plateau, c'est que ce scientifique fait partie de l'élite intellectuelle, forcément. Ce n'est pas toujours le cas, et on a vu bien sûr que la réalité était prosaïquement que souvent ces gens-là ont des conflits d'intérêts, ce qui veut dire qu'ils viennent parce qu'il y a de l'argent derrière. Bon, ça on sait, argent, pouvoir, ça marche bien ensemble, mais c'est bien de le voir et puis de dire qui me dit que cet expert est un expert? C'est un journaliste qui me dit ça. Et pourquoi devrais-je le croire? Est-ce que je peux aller vérifier? Bien sûr, on ne prend pas le temps de vérifier tout ça. Bon. Après, ces élites qui marchent ensemble, comme l'élite politique et l'élite administrative, l'élite intellectuelle et les médias, il y a des élites différentes, comme par exemple l'élite des entrepreneurs, l'élite entrepreneuriale, les managers, ceux qui savent diriger des grands groupes du CAC 40. Ça fait partie d'une toute petite élite. Et ces gens-là, d'ailleurs, passent d'une entreprise à l'autre parce que, visiblement, les autres personnes ne font pas partie de cette élite, ne sont pas capables de faire ce travail-là. D'ailleurs, on sait que leur rémunération crève les plafonds parce que cette élite, elle est tellement petite que les prix s'envolent et qu'on parle de salaire en millions d'euros ou en millions de dollars. Donc on n'est plus du tout dans la même catégorie là, on est hors catégorie, vous avez compris.
Cette élite entrepreneuriale, elle marche avec un autre critère que l'on connaît bien en entreprise, qui est vieux, et que l'on appelait les cols blancs et les cols bleus. Il y a ceux qui réfléchissent, les cols blancs, ceux qui mettent des chemises blanches, puis il y a ceux qui travaillent dans les entreprises, dans les usines, etc., qu'on appelle les cols bleus. Donc là, on voit que l'élite dirigeante, c'est celle qui est intellectuelle, et bien sûr, l'élite, le reste, ce sont des manœuvres, des gens qui travaillent avec les mains, et donc ces gens-là ne font pas partie de l'élite, puisque ils sont à faire des choses et pas à penser les choses. Donc on voit bien qu'évidemment, dans ce critère-là, on va différencier toujours, et on le retrouvera systématiquement, les élites font partie des gens qui pensent. Alors ça veut dire que la tête, bien sûr, est l'élite, et le corps, lui, se contente de faire ce que la tête lui dit. Le symbole de l'élite, c'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous avons tous une tête qui dirige le corps, et le corps, lui, est juste là pour obéir. Alors, c'est intéressant, bien sûr, parce que la réalité n'est pas vraiment celle-ci. Par exemple, mon corps, il a un cœur qui bat, mais ce n'est pas ma tête qui dit au cœur de battre. Mon corps, il a des réactions instinctives, il a des ressentis. Il va par exemple sentir une épine qui me rentre dans le pied, et il n'a pas besoin de la tête pour ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon corps qui est une intelligence qui va faire que je sais les choses qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut manger ou ne pas manger, alors que ma tête pourrait me dire tout à fait le contraire. Et on voit bien que si on regarde le miroir actuel des élites qui nous gouvernent, on se rend bien compte qu'effectivement, obéir à ces gens-là devient dangereux pour notre santé. C'est intéressant. On se dit tiens, l'élite, l'élu, les meilleurs, ne sont peut-être pas si sensés, ne sont peut-être pas si intelligents, ne sont peut-être pas si éveillés que ce que l'on pense. C'est-à-dire que peut-être que nous, les gens du peuple, les gens qui obéissent en fait, il serait bienvenu qu'on arrête d'obéir et qu'on fasse ce que notre ressenti nous dit de faire, et non pas ce que la tête, le gouvernement nous dit de faire. Alors, un autre mot intéressant qui va se greffer sur celui d'élite, c'est effectivement le mot gouvernement. Le mot gouvernement, il vient d'un mot grec qui veut dire tenir le gouvernail. Tenir le gouvernail. Le gouvernement, c'est celui qui tient le gouvernail. C'est celui qui dit on va de telle direction ou dans telle direction. Et effectivement, quand il y a une tempête, comme en ce moment il y a une tempête sanitaire, donc l'élite qui tient le gouvernail devrait nous emmener dans la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, comme le disait un professeur célèbre, dont je tairai le nom, si ce n'est pas le cas, le gouvernement, celui qui tient le gouvernail, pourrait nous emmener contre les rochers et faire échouer le navire. On peut se poser la question, effectivement, s'il est raisonnable, en période de crise que nous vivons, s'il est raisonnable que ça soit le gouvernement d'une élite qui tienne le gouvernail, lorsque l'on voit que ce gouvernement nous emmène droit dans le mur. Est-ce qu'il ne serait pas légitime que chacun d'entre nous gouvernions notre vie d'après nos ressentis et d'après ce que notre cœur nous dit, par exemple, et pas forcément d'après ce que la tête nous dit. Alors derrière la notion d'élite, il y a évidemment la notion, en plus de la notion d'être intelligent par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'élite serait les meilleurs, les plus intelligents, il y a une vieille notion que l'on connaît bien qui est la notion de dominant et de dominé. C'est-à-dire que les gens qui dirigent sont les dominants, ce sont des gens de pouvoir. Et il y a un autre mot qui est intéressant qui vient aussi qui vient là du grec et pas du latin, c'est le mot aristocrate. Les meilleurs en grec, ce sont les aristocrates. Les aristocrates sont la classe bourgeoise, la classe des dirigeants, ceux qui dominent. Et cette classe-là fait partie des meilleurs par définition. Bien sûr, les aristocrates, la classe des meilleurs, les bourgeois si vous voulez, ne peuvent être dominants que si les dominés acceptent ce rôle-là. Évidemment, quand on joue une polarité,
Ah oui, il s'agit de polarité, yin-yang. En fait, si l'un joue le dominant, c'est forcément parce que l'autre accepte d'être dominé. Donc on voit bien là que c'est très très simple, on l'a déjà fait pendant la Révolution française, on a essayé de décapiter, c'est-à-dire de décapiter la tête, et en disant on va la remplacer par autre chose qui vient du peuple, qui vient de la base. On s'est vite rendu compte qu'effectivement, dès qu'on enlève la tête, on la remplace par une autre tête, parce qu'il faut bien que la tête soit là, et qu'elle fasse son job. Alors c'est juste qu'on a l'impression d'avoir enlevé quelque chose qui nous gênait, mais on le remplace aussitôt par autre chose. Actuellement, il faut vraiment se garder de ce symbole parce que, on l'entend notamment dans les thèses complotistes, la plupart des gens pensent qu'il suffirait que l'on enlève quelques personnes sur la planète, qui sont censées être ceux qui organisent tout ça, et pour que, aussitôt, le problème s'arrête. C'est bien sûr complètement fou. Vous enlevez par exemple le président de la République française et vous verrez qu'on en mettra un autre à la place qui ne sera pas meilleur, qui sera exactement pareil, puisqu'il va rentrer dans le jeu d'être l'élite et donc de devoir savoir pour les autres. C'est connu, c'est vieux comme le monde, il n'empêche que la plupart d'entre nous fonctionnons comme ça parce que nous préférons, c'est là où c'est grave, nous préférons avoir une élite qui ne nous plaît pas, quitte à devoir lui couper la tête, parce que ça nous évite de nous prendre nos responsabilités. C'est-à-dire, moi, citoyen, je peux très bien diriger mon propre gouvernail et faire ma vie en fonction de ce que je ressens pour moi, sans me référer à ce que dit l'élite. Mais en faisant cela, je ne peux plus m'en prendre à l'élite, je ne peux plus accuser l'extérieur, et je suis obligé de m'en remettre à moi-même et d'assumer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, parce qu'ils préfèrent effectivement avoir ce qu'on appelle un bouc émissaire. L'élite, en fait, les élus, mais c'est un secret, vous ne le dites pas, les élus, on va les élire pour pouvoir s'en servir comme bouc émissaire. On va pouvoir les accuser de tout ce qui ne va pas, et on va pouvoir ainsi charger la barque et dire, voilà, si on s'est planté sur les rochers, eh bien c'est la faute au président précédent, etc., et donc moi je suis innocent. On retrouve toujours ce vieux credo de chercher une innocence. Pourquoi ? Parce qu'on préfère être innocent et être dans le malheur plutôt que d'assumer nos propres responsabilités et de dire c'est moi qui tiens le gouvernail et c'est moi qui sais où je vais avec mon corps. C'est intéressant de voir tout ça parce que effectivement actuellement ça manipule énormément de gens et on va effectivement aggraver la situation collective au lieu de la faire s'alléger, voire même d'aller mieux. Alors pour finir, j'aimerais bien vous faire part d'une histoire qui vient de l'Inde, de la sagesse indienne, et qui raconte ça depuis quelques milliers d'années, je pense. C'est la parabole du cocher avec la calèche et les chevaux qui tirent la calèche. En fait, l'Inde raconte cette histoire pour nous montrer comment nous fonctionnons. La calèche, c'est le corps. Les chevaux, c'est l'instinctif au moteur, la puissance vitale qui tire, qui fait marcher la machine, qui anime le corps. C'est ce qu'il y a dans le ventre, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. Le cocher, bien sûr, c'est la tête qui dirige les chevaux, qui dit on va à droite, on va à gauche, on freine, on accélère. Mais dans cette parabole, on se rend compte que si les chevaux... si le cocher ne fait pas son travail, les chevaux vont faire n'importe quoi, et par exemple mettre la calèche dans l'ornière et le corps va être handicapé, ne pourra plus fonctionner. C'est-à-dire il faut surveiller ce que fait le corps ne doit pas faire n'importe quoi. Notamment, il ne doit pas tout casser, comme c'est probable qu'en ce moment, il y a des gens qui ont envie de tout casser. Donc il ne faut pas laisser faire ça. Pourquoi ? Parce qu'une fois que c'est cassé, il faut soit réparer, soit c'est irréparable. Donc le cocher, il doit tenir ça. Mais le cocher, lui, il ne faut pas lui laisser l'entière liberté de diriger la calèche. Parce qu'en fait, le cocher ne connaît pas la direction. Il ne sait pas où il va. Qui connaît la destination de la machine, de la calèche, du corps ? Eh bien, en fait, c'est l'âme. Et l'âme, elle est où ? Elle est dans le carrosse. C'est la princesse qui est dans le carrosse. Et de temps en temps, le cocher, il faut qu'il se penche par la porte et qui demande à la princesse on va où déjà ? On va à quel endroit ? On prend à droite ou on prend à gauche ? Parce que là, je suis devant une bifurcation. C'est laquelle la bonne route ?
Et la seule personne qui connaît la direction, c'est celle qui est transportée par la calèche, c'est l'âme. Donc actuellement, tous, ce qu'on doit faire, c'est d'écouter notre âme et de lui demander humblement, lui disant mais je vais où là dans cette vie? Je fais quoi dans cette histoire? Quelle est ma mission? Quelle est ma mission d'âme? C'est quoi ma destination? Est-ce que ma destination c'est de faire de l'argent? Est-ce que ma destination c'est d'avoir un pouvoir? Est-ce que c'est de sauver ma peau? Est-ce que c'est de sauver les autres? Je ne sais pas, il y a tellement de destinations qu'on se raconte mais qui ne sont pas la vraie destination de notre âme. Donc vous voyez qu'en fait, le mot élite, il nous amène à se retourner vers quelque chose qui n'est pas l'élu du moment, puisque l'élu du moment c'est le pouvoir, la science, le savoir, l'argent, tous ces trucs qui sont virtuels et qu'on n'emmènera pas de l'autre côté. Le moment c'est de se tourner vers vraiment notre intériorité, notre âme, et de lui demander mais c'est quoi ma mission dans cette vie? Je suis venu faire quoi dans ce bazar? Et à ce moment-là, de se mettre en direction vers cette mission, et vous verrez que aussitôt les chevaux et le cocher vont mieux et que la calèche se met à prendre les bonnes directions, les bons chemins, que les obstacles s'en vont, parce que c'est comme ça que fonctionne la vie. Nous sommes là pour réaliser une mission d'âme et pas pour le reste. Voilà. Donc je vous dis bonne mission, et puis tenez-nous au courant de tout ce que vous découvrez. À bientôt.